Je salue Denis Jacob qui nous a rejoints. Merci Bonjour, et bonjour à vous, ancien policier, directeur de Sécurité Consulting, toujours avec Elisabeth Lévy, avec Kevin Bossuet, avec Olivier d'Artigol et avec Philippe Bilger, et donc du tribunal correctionnel de Paris. Je vous rappelle que le tribunal correctionnel de Paris a condamné l'auteur des menaces de mort contre le proviseur du lycée, Maurice Ravel, après une altercation après, surtout que le proviseur ait simplement demandé, conformément à la loi, à une élève de retirer son voile islamique. Eh bien, il y a eu une peine de 600 € d'amende et un stage de citoyenneté. Cela avait provoqué une vague d'indignation. La ministre de l'Éducation, hier matin, avait estimé que c'était un coup porté à l'éducation. Kevin Bossuet, avec beaucoup d'émotion, d'ailleurs, avait dit que c'était un crachat véritablement par rapport à la mémoire de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Écoutons là justement la ministre de l'Éducation hier, Anne Genetet, à ce sujet. La sanction qui est prononcée, c'est clairement, moi je le dis avec des mots simples, c'est un coup porté à l'éducation nationale. On est en plus dans une semaine, ne l'oublions pas, où nous avons le procès Samuel Paty. Et là aussi, je voudrais avoir une pensée pour sa famille. Et je crois qu'au-delà de sa famille, la communauté éducative et la société tout entière attend que justice et vérité soient dites dans ce procès. Parce qu'à chaque fois qu'un professeur est menacé, à chaque fois qu'un chef d'établissement est menacé, mais c'est la République qui vacille. Et moi, je ne l'accepte pas. Et comme ministre de l'Éducation nationale, mon rôle, c'est d'agir, c'est de pouvoir donner à nos professeurs, à nos chefs d'établissement, la protection. Je veux dire, le type a été S'il vous plaît, condamné moi je ne veux pas faire un panorama de tout ce qui a été décidé. Oui. Le proviseur Maurice Ravel, la question, est-ce que c'est une capitulation, alors qu'on mène une guerre contre l'islamisme, ou pas? Oui. Voilà. Oui. Elle est claire, la Bien question. évidemment. C'est les juges Pas qui- des juges, de certains deux juges. Voilà. Des Est-ce juges est-ce qu'on a conscience de ce qui nous est opposé Oui, mais- dans le pays ou pas? Mais à ce C'est un moment-là, message d'impunité qui est lancé. Je suis Denis désolé, Jacob. moi je soutiens bien évidemment le corps enseignant et je rejoins ce que disait avec émotion Kevin. Quel message on envoie d'impunité? Cette consensualité, cette excuse, cette indulgence au prétexte, un prétexte fallacieux, parce qu'il est inséré socialement. Mais que dire du policier qui a été incarcéré alors qu'il était inséré socialement, qu'il avait de quoi répondre? Voilà. Donc, à un moment donné, les enseignants, comme les policiers, comme tout représentant de l'État, il doit y avoir la plus grande fermeté de la justice dans la réponse pénale. Il ne peut pas y avoir de consensualité, sinon ça va à volo. Ça amène au débat à l'état de droit. Et moi, je dis l'état de droit et non pas l'état du droit. Vous pouvez l'adapter, malgré tout, dans une situation exceptionnelle. Pourquoi on ne l'entend pas, ça? Parce que l'état de droit, rappelons, pardon, parce que l'état de droit, il y a des lois, il y a des normes, et le socle de tout ça, c'est une volonté populaire. On ne le dit pas assez. Bien sûr. Est-ce que ça vous choque? Je sais pas. Ben oui, ça me choque parce que quand on est confronté à des situations gravissimes, et vous le dites Sonia, exceptionnelles, la loi peut toujours être revue. Donc il n'y a pas de difficulté à adapter la réponse juridique à une situation du moment. On pourra en parler aussi à propos de l'affaire Palmade, et notamment par répercussion sur l'homicide routier. Aujourd'hui, ce n'est pas prévu. Demain, peut-être, puisque le Sénat a déposé une proposition on peut dire, de si loi. quelqu'un Donc on peut faire évoluer. menace un professeur, y compris que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Internet, il y a une forme de peine planchée, c'est-à-dire prison. Alors, Il y a tous ces moments extrêmement denses, tendus, et puis il y a les éventuelles leçons. Je voudrais vous écouter là-dessus. Lorsque Madame Pellicot, avec tout le respect qu'on lui doit, la dignité qu'on lui reconnaît, la force, le courage, je le dis, dit qu'il faut qu'on change de regard sur le viol. Elle dit précisément, il est temps que cette société machiste change, qu'on change les regards sur les viols. La société française, donc semble-t-il, quand on lit ça, un regard complaisant sur le viol. Et les partis civils, à l'instant, qui affirment effectivement qu'il faut un changement de logiciel. J'ai l'impression qu'on confond parfois, je crois que c'est vous qui le disiez, la norme, et je le dis souvent, et la marge. Bah oui. C'est-à-dire, je m'adresse à un policier. Si vous dénoncez un viol, me semble-t-il qu'il n'y a pas un système en France qui vous dit rentrez chez vous, madame. Ni la police, ni la justice. Bien sûr que non, mais Philippe, vous répondrez juste dans après. le contexte de cette affaire, on ne peut pas mettre de côté les failles qui ont pu avoir lieu par le passé, notamment en matière de police, d'accueil des victimes. Et vous savez que la police nationale a fait une grande révolution
culturelle et professionnelle sur le sujet, puisque maintenant, il y a une sensibilisation qui est faite dans les écoles, il y a eu des révisions du mode opératoire d'accueil des victimes dans les commissariats, justement pour avoir une plus grande écoute aux victimes. Mais dire que le viol serait banalisé de tous et qu'on mettrait le mouchoir par-dessus, bien évidemment que non. Mais cette affaire met en lumière effectivement la gravité de ce que peuvent subir des femmes. Mais que disent-ils de la société? Ce sont des actes terribles, ignobles. On n'a même pas de mots. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que disent-ils de la société? Est-ce qu'on est passé de... on n'en parlait pas et puis on disait aux personnes rentrez chez vous, il y a un système et puis vous d'un coup mais il y a eu une époque effectivement où quand on prend les affaires comme les affaires d'Émile Louis et autres de grands assassins d'enfants, notamment de jeunes filles, effectivement il y a eu une époque où tout ça on n'en parlait pas. On parlait pas de la pédophilie, on parlait pas des viols, on parlait pas des agressions de policiers et d'autres affaires. Il y a aussi la médiatisation qui fait qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus facilement de ces sujets-là et c'est une bonne chose. Donc, construction de places de prison, tout le monde les réclame, mais personne n'en veut, ou pas grand monde dans sa commune, pas les élus, pas les habitants, justement. Et c'est le cas avec un projet de prison à Magnanville dans les Yvelines. Le maire et puis les habitants sont vent debout. C'est un sujet de Corentin Alonso et Audrey Berthaud. Une prison en face de leur maison. Pour les habitants et le maire de Magnanville, c'est un non. Tous se mobilisent contre ce projet de construction tout près d'une zone pavillonnaire et d'un lycée. Il y a 3000 élèves quand même sur la commune de Magnanville. On a un lycée agricole qui est à 200 mètres. On a une résidence senior qui va ouvrir courant 2025 qui est à 200 mètres aussi de l'enceinte de la prison. La prison est à 150 mètres des habitations, mais il faut savoir que les locaux d'habitation de la prison vont faire 20 mètres de haut, c'est-à-dire 6 étages. Et ça, c'est complètement impensable. Le maire et les habitants redoutent une hausse des agressions et des nuisances. La municipalité a déposé plusieurs propositions alternatives au gouvernement. On est en plein congrès des maires. Plein congrès des maires, tous les maires revendiquent aujourd'hui le droit à l'écoute, le droit à la décision. Aujourd'hui, on n'est pas écouté, on est aucunement décideur sur les projets d'État, et celui-ci est un projet d'État. Et moi, je dis aujourd'hui, comment on fait? Moi, on impose à la municipalité de Magnanville, au maire que je suis, à l'époque Dupond-Moretti, m'impose de construire un centre pénitentiaire de 700 places. Vous imaginez ce que ça fait? Lors de sa campagne en 2017, Emmanuel Macron avait promis la création de 15 nouvelles places de prison en 10 ans. Alors, Tanguy va nous donner les informations, mais tout d'abord, est-ce que c'est déjà arrivé? Je ne sais pas, dans votre commune de naissance, une commune où vous habitez, vous avez une maison secondaire, je ne sais pas. Oui. Denis Jacob. Moi, j'habite dans un secteur où une prison doit être construite dans les années à venir, et il y a eu une grande mobilisation des maires contre la construction de cette prison. Alors, je peux la comprendre dès lors où les maires ne sont pas associés à la conception du projet et où ils ne sont pas concertés. Ça, je peux comprendre la contestation. Et après, il faut être réaliste. Quand on est les premiers, moi je suis élu local en plus, donc quand on est les premiers à critiquer le fait que des délinquants sont à peine interpellés, qu'ils sont relâchés alors que leur place serait en prison, on ne peut pas d'un côté revendiquer une incarcération de délinquants et de criminels, et de l'autre, aller contester la construction d'une prison au prétexte qu'elle va être à proximité de votre commune. Donc ça, c'est pas entendable. Et c'est d'autant moins entendable qu'en plus, le ministre de la Justice vient d'annoncer que sur les 15 000 places de prison qui devaient être construites pour 2027, ne le seront pas. On va atteindre péniblement les 6 400, et que le reste le serait à l'horizon de 2029. Donc ça pose une véritable difficulté. Donc à un moment donné, on remet tout le monde dehors et puis tout va bien. Qu'en est-il, à un Tanguy? moment donné, il faut se positionner clairement sur la construction de ces prisons. Je le répète, bien évidemment en concertation avec les élus locaux, mais de toute façon, il va bien falloir en construire si on veut incarcérer tous ces délinquants et tous ces criminels. Tanguy Hamon. Exactement, vous l'avez dit, Didier Migaud hier l'a rappelé, la promesse des 15 000 places de prison construites d'ici 2027 ne sera pas tenue. On en sera à 6 421, soit 40% de cet objectif. On nous a dit que cet objectif de 15 000 places serait possiblement
au mieux atteint en 2029, et tout ça dans un contexte extrêmement critique pour les prisons, puisqu'on a 127,9% de surpopulation carcérale, près de 80 000 détenus, avec 155% de surpopulation pour les maisons d'arrêt. Les maisons d'arrêt, c'est les personnes qui attendent d'être jugées ou qui ont reçu une peine de moins de 2 ans. Le ministère de la Justice nous a expliqué pourquoi c'est difficile de construire des prisons. Il y a un cahier des charges qui est extrêmement compliqué, il y a des difficultés techniques, des problèmes fonciers, et comme on l'a vu dans le reportage, il y a aussi tout un tas d'oppositions locales, que ce soit les habitants, les élus de terrain. Et tout ça, évidemment, ça pose un problème. C'est où est-ce qu'on va mettre les gens qui ont été jugés et qui doivent être mis derrière les barreaux. Didier Migaud a déjà donné quelques pistes. Alors, je ne sais pas si ça va faire plaisir autour de la table, mais parmi ces pistes, il y a le fait de trouver des peines modulaires, des peines alternatives. Traduction, c'est tout d'intérêt simplement... général. Exactement. Au lieu que les gens d'empathie. derrière les barreaux, des travaux d'intérêt généraux, de la détention à domicile sous bracelet, des amendes plutôt qu'un... Mais est-ce qu'on peut savoir si ça crèverait qu'on dise aux gens, parce que moi je voudrais le savoir, est-ce que ces nuisances que redoutent les populations, est-ce que vous avez des éléments, Denis, là-dessus? Non seulement j'ai pas d'éléments, mais quand j'entends le maire intervenir dans le reportage en disant que ça va créer un reflux de délinquance, mais on a des personnes incarcérées. Ils viennent en prison tout seuls. S'il y a des évasions, je doute fortement que l'évadé va rester dans la commune où il est Est-ce qu'ils ne pensent pas surtout, j'allais dire, pour un petit peu le prix de leurs biens, de l'immobilier, c'est moins facile de vendre une maison après. Écoutez, je vous propose une belle maison avec vue sur la prison, non, mais bien à droite évidemment, et puis à gauche. Bien évidemment que ça peut réfréner des je pense que c'est un peu naturel et humain quand même. D'accord, oui, j'entends Sonia, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut dans ce pays ? Je suis d'accord. Et on parlait de peines alternatives. Peut-être qu'on devrait penser, et je l'ai déjà dit sur votre plateau, il y a tout un tas de bâtiments publics et privés d'ailleurs qui sont abandonnés. Ça irait peut-être plus vite de les rénover que de construire et faire des bâtiments de degré moindre en fonction de la lourdeur de la peine, c'est-à-dire les petites condamnations à quelques mois pour aller dans des bâtiments moindres au niveau de l'incarcération et puis garder les prisons pour véritablement des individus. Attendez, pardonnez-moi, on va revenons à ce qui nous occupe. Alors, place de prison. Alors vous m'avez dit assez d'ailleurs sincèrement, non, pas chez moi. Là, vous êtes où d'ailleurs ? Non mais moi j'habite à Paris, mais là je fais preuve d'une sottise extrême, je le reconnais. Je veux dire, à un moment je peux pas tenir le discours de fermeté. Incohérence, mais je peux pas tenir le discours de fermeté, il faut plus de places de prison. Vous êtes comme la plupart des Français, comme nous tous. Oui, mais en fait on les construit où, les prisons ? Et je suis d'accord avec vous. Mais Denis, j'aimerais juste une chose. Regardez les habitants de Fleury-Mérogis. Il dit j'habite à Fleury-Mérogis. Ils ont l'impression qu'on habite dans une prison. Il y a aussi l'image de la commune derrière ça. Il y a aussi l'impact sur l'immobilier. Il y a aussi l'impact sur le paysage. Donc on ne peut pas non plus mettre cela de côté. Mais je suis d'accord. Il y a aussi un impact sur l'économie locale. Ça fait de l'activité. Parce que si vous avez à droite une prison et à gauche une éolienne, vous prenez l'exemple d'une prison. Vous prenez l'exemple d'une prison qui est quand même une des plus vieilles prisons de France, qui a été construite en milieu urbain. Vous prenez la prison, je vais prendre celle-là parce que je la connais un petit peu, non pas pour y avoir séjourné, mais la prison de Donny. Vous prenez la prison de Donny dans le Val d'Oise, elle est en dehors. Bien sûr. De l'urbanisation. Et toutes les prisons, aujourd'hui, sont construites en dehors. Alors là, Magnanville, il semble que ce soit à proximité, mais par exemple, celle qui est à proximité de chez moi, elle va être construite en race campagne. Alors oui, il y a un village à côté, à plusieurs centaines de mètres, mais ça va être construit dans des champs, près d'un aérodrome.